Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, ce vendredi à 9 heures. Je suis en compagnie de Léa Skenadji. Léa qui est coach professionnel pour Chance. Ce matin, on vous propose de parler du passage à l'action et plus particulièrement quand on ne sait pas forcément où on va. Donc Léa va aborder cette notion. Je vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Il y a le chat où vous pouvez bien évidemment rebondir sur ce qui est dit. Et puis on prendra un temps à la fin, toujours 15 dernières minutes, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à toutes les poser sur cet onglet. Alors je sais qu'avec Léa, on a une petite question d'introduction pour vous sur le passage à l'action. Donc selon vous, passer à l'action, c'est quoi? Comment vous entendez passer à l'action? Donc, il y a Chloé et Mylène qui nous disent bonjour. Du coup, j'en profite également pour vous dire bonjour. Karen qui nous dit également bonjour. Alors, pour toi, par exemple, Léa, c'est quoi le passage à l'action? Alors, pour moi, le passage à l'action, c'est vraiment d'aller concrétiser par des actes quelque chose qui est à la base du domaine de la pensée. Donc, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être une envie ou tout simplement une attention. Ok. Alors là, on commence à avoir des réponses. Il y a Amandine qui nous dit passer à l'action, c'est oser. Oser. Nathalie qui nous dit quitter son CDI pour faire autre chose. Alors oui, ça, c'est clairement une action. Stéphane qui nous dit se mettre en mouvement. Faire chaque jour une petite action. Ça, c'est très intéressant. Sortir de sa zone de confort. Agir. Dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs. En effet, c'est quelque chose qu'on verra. Bon, il y a déjà pas mal de réponses sur cette question. Ah bah tiens, passer à l'action, c'est se poser moins de questions. Ah oui, c'est une remarque très intéressante et on y viendra en effet plus tard. Voilà, quand on réfléchit trop et qu'on se pose trop de questions et que ça bloque. Il y a Véronique justement qui dit arrêtez de réfléchir constamment à mon futur. Ok, oui, alors ça fait pas mal de réponses qui sont assez intéressantes. Et en effet, le passage à l'action, c'est vraiment un mélange de tout ça. En fait, peu importe, disons, le projet pour lequel vous voulez passer à l'action, il y a toujours les trois mêmes étapes qui sont de manière plus ou moins conçue. La première, c'est la phase d'intention. Donc, en fait, c'est la phase de réflexion. C'est là où vous allez vous poser la question, en général, quel est le but de mon action? Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas aussi. Par exemple, si vous prenez l'envie d'avoir un nouveau loisir, en général, c'est la phase où vous allez vous demander est-ce que vous voulez un loisir plutôt sportif pour vous dépenser, plutôt créatif pour vous exprimer? Est-ce que vous voulez les deux? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire de manière hebdomadaire? Donc ça, c'est toute la première phase et c'est en effet la phase d'intention. La deuxième phase, c'est la phase de préparation. En général, c'est celle qui amène le plus de blocage. C'est tout ce qui va toucher à la planification de votre projet et de votre envie. Et donc, c'est là où vous allez commencer à évaluer les risques. Qu'est-ce que ça vous coûte en fait de faire ça et quels vont être les bénéfices? C'est à ce moment-là que vous allez vous poser la question aussi de la méthodologie. De quelle information vous avez besoin, par exemple, pour prendre votre décision. Et de réfléchir à vos impératifs. Si vous voulez faire un loisir, par exemple, est-ce que vous pouvez y aller tous les jeudis ou est-ce que c'est pas possible par rapport à votre emploi du temps pour que ce soit le plus concret possible? Et la troisième phase, c'est justement cette phase de réalisation. Donc, c'est la partie où on concrétise les choses. Il y a un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Alain et qui dit quelque chose qui est très vrai et à la fois très drôle. Lui, il décrit le secret du passage à l'action comme le fait de s'y mettre. Donc, c'est vraiment, le secret de passer à l'action, c'est de s'y mettre. Et c'est très joliment dit. Ok. Donc, si on résume, trois phases dans le passage à l'action. Il y a l'intention, la préparation et la réalisation. C'est exactement ça. Ok. D'accord. Bon. Par contre, tout ça, on va dire, théoriquement, c'est bien beau.
Euh, Bien sûr. mais du coup, on va sans doute rencontrer des blocages, des croyances, des choses qui vont nous empêcher d'avancer sur ce passage à l'action. Du coup, ce qu'on avait voulu aussi demander, c'est par exemple, vous qui participez à ce live, si vous avez déjà passé à l'action ou êtes en train de passer à l'action, finalement, à quel moment vous rencontrez un blocage? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est plutôt dans l'intention, la préparation, la réalisation? Par exemple, que ça soit de changer de travail ou vous mettre au sport, il y a forcément un moment, un blocage. Donc il y a Elsa qui nous dit, pour moi, c'est juste essayer et de pas faire l'économie d'une expérience. Ok, Okay. c'est très joliment dit. Tout à fait. Alors Marion, c'est plus dans la préparation, ce qui est dans la création d'entreprise. La peur, donc en effet les peurs, peur de l'inconnu. Oui, c'est le blocage majeur en général. Mm-hmm. Il y a Chloé qui nous dit blocage au premier pas de la réalisation, rencontrer de nouvelles personnes. Ok. La réalisation concrète. Ah, Constance qui nous dit que c'est plutôt dans la phase de réflexion, de l'intention. Ne pas savoir le job que l'on veut faire, malgré le fait d'y avoir pensé des milliers de fois. Voilà, le passage entre la préparation et la réalisation, la peur de l'échec, la confiance. Ah, Ludivine qui nous dit l'évaluation des risques, la phase 2. Intéressant. Voilà, Inès, peur du passage à l'acte, donc plutôt sur la concrétisation. Ok, donc on voit que, voilà, Muriel qui nous dit la préparation, quitter une situation stable pour une situation inconnue. Donc on voit que finalement, chacun rencontre des blocages à différentes étapes de ce passage à l'action. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus, Léa? Oui, alors pour commencer, en effet, ces blocages sont parfaitement normaux et on les rencontre absolument tous. Voilà, personnellement, je n'ai jamais accompagné ou rencontré quelqu'un qui ne rencontrait pas de blocage. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de vous rassurer en vous disant que c'est totalement naturel en fait de rencontrer ces blocages. La bonne nouvelle, c'est que bien évidemment, il y a des moyens pour les dépasser, les contourner, des fois même les éliminer complètement. Ça dépend sur quoi sont basés vos blocages. Mais dans ce que j'ai lu, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la peur, alors que ça soit la peur de l'échec, voilà, un manque de confiance en soi, la peur de ce que les autres vont penser. Je lis de Gundo, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, dans les passages, dans les blocages, il y a en effet les peurs, il y a le stress, l'anxiété, le perfectionnisme, attendre que ce soit toujours parfait, le doute. Voilà, il y en avait une de vous qui parlait en effet d'avoir peur en fait de choisir, de ne pas réussir en tout cas à choisir. Euh, et c'est des choses qui sont parfaitement normales. Il faut savoir qu'il y a des centaines de stratégies qui existent pour dépasser des blocages, que ce soit pour la peur de l'échec, que ce soit pour le stress, que ce soit pour la peur de ce que vont penser les autres. Et en fait, il y a forcément une stratégie qui vous convient. Donc, il ne faut jamais se décourager en essayant. Moi, j'ai quelques antidotes que j'utilise assez régulièrement parce que, comme vous, je rencontre aussi des blocages pour passer à l'action. Donc, moi, le blocage que je rencontre, par exemple, le plus souvent, c'est en effet de penser trop, qui avait été cité au début. Alors, pour ça, par exemple, j'ai un petit antidote qui est très sympa, c'est je compte à rebours. En fait, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Et quand le 1 arrive, je m'y mets, peu importe ce que c'est. Si c'est appeler quelqu'un, même si j'ai peur, si c'est me lever, prendre mes affaires pour partir au sport, devoir dire quelque chose à quelqu'un qui me fait un peu peur aussi. Donc ça peut être un antidote. La planification également, quand vous avez peur de là où vous allez, alors c'est une phase en elle-même, mais c'est de venir préparer son action au maximum. Dire peut-être que vous avez un besoin de méthodologie, par exemple, et de savoir comment faire, c'est peut-être d'aller faire des recherches sur les méthodologies qui existent pour prendre votre décision. Je sais que dans le parcours chance, par exemple, il y a toute une partie qui permet d'analyser vos prises de décision passées et justement de choisir aujourd'hui les critères que vous voulez pour prendre vos décisions, ce qui est à mon sens absolument sublime. Il y a le fait de mesurer les risques aussi. Alors, vous parlez beaucoup de peur de l'échec, en effet. Alors, c'est une peur qui est normale et qui est très, très humaine. En France, malheureusement, on n'a pas vraiment la culture de l'échec, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. En fait, quand on a peur de l'échec, c'est qu'on estime qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner.
Et du coup, c'est vraiment de se rendre compte réellement qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer. Et si vous perdez en effet des choses, est-il possible de rectifier ça ensuite? Ou est-il possible de quand même passer à l'action en éliminant les inconvénients et en gardant les avantages? Après, c'est aussi le fait de se faire accompagner. Forcément, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un en face qui permet de remettre les choses en perspective et de voir qu'est-ce qui, en effet, est une peur qui peut vraiment bloquer et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur et de quoi vous avez tout simplement besoin pour la dépasser. C'est peut-être un besoin de soutien, c'est peut-être un besoin de confiance, ça peut être un besoin de sécurité, de réalisme, d'encouragement. Ça, on en a tous besoin. Et peu importe le métier qu'on fait ou ce qu'on choisit de faire dans sa vie. Et ensuite, en effet, comme c'était très bien dit dans la définition, une chose qui permet vraiment de débloquer, en tout cas certains blocages, c'est le fait de diviser une action en petites tâches. Si vous faites de la randonnée et que vous regardez toujours le sommet de la montagne, vous allez très vite vous décourager, c'est normal, et on ne dirait pas que ça se rapproche. Alors que si vous regardez justement au niveau de vos pieds et les petits pas que vous faites les uns après les autres, c'est déjà beaucoup moins stressant et en fait, vous avancez sans même vous en rendre compte. Super. Donc voilà pour les blocages. Il y a Inès qui nous proposait aussi un podcast, je ne sais pas si tu le connais, si tu l'as déjà écouté, qui est La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. C'est vrai qu'il est assez connu, celui-ci, donc on vous le recommande. Alors, je ne le connais pas du tout, mais je le note. Merci. Il y a également, en effet, Mathieu qui nous dit se replacer dans le réel et non la réalité de la situation. Moi, ça m'a fait penser aussi, quand tu parlais de la méthodologie de prise de décision qu'on a dans le parcours chance, on a aussi un moment pour débloquer ses peurs, travailler le scénario catastrophe. C'est-à-dire de projeter sur, au pire, le pire, qu'est-ce qui peut arriver. Et donc vraiment de conscientiser ce pire pour finalement se rendre compte que bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Et je trouve qu'en effet, peser ce qu'on a à perdre ou ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qui est supérieur, ça aide beaucoup dans sa prise de décision. On a aussi, en effet, Mathieu, la technique des petits pas. Donc, c'est vraiment ce que tu nous disais, Léa, sur avancer par petites tâches, découper les choses. Il y a Paul qui nous pose une excellente question qui est comment différencier le monde des bisounours du monde réel? Ah oui, c'est une question qui est très intéressante. Donc, finalement, c'est comment passer de la réflexion, donc de l'intention à j'agis. Je pense que ça, c'est par l'étape de méthodologie et de préparation. Ah oui, ça c'est un très très bon TED, Tim Ferriss, sur définir ses peurs. En effet. On a, il me semble, une première question qui est comment passer à l'action quand on ne sait pas où on va. Alors oui, justement, c'est le thème de ce live. Alors, donc justement, on avait une question qui était finalement de quoi aurions-nous besoin pour dépasser ces blocages? Donc, tu as commencé à y répondre, mais il me semble que tu avais aussi parlé de besoins. Exactement. En fait, chaque blocage a un besoin. Et donc, la fameuse question, c'est de se poser, aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est ça. De quoi j'ai besoin pour dépasser ça? Et ça peut être énormément de choses. Et est-ce que... Qu'est-ce que vous vous dites? Excuse-moi, Juliette. Oui, non, mais c'est justement, c'est au niveau des besoins, ce que tu nous disais, c'était justement la méthodologie, la clarté, les choses, vraiment de définir les choses quand finalement l'objectif est un peu flou. Oui, totalement. Alors, je vois plein de questions. Faut-il faire confiance à son intuition? Judith qui dit comment différencier donc le fameux monde des bisounours, la réflexion rêvée au monde réel? Besoin de temps, besoin d'argent. Ok, donc là, on est sur des choses qui sont très concrètes. Alors, pour prendre la première question, faut-il faire confiance à son intuition? Mon point de vue personnel sur la question, c'est qu'il faut souvent faire confiance à son intuition. Après, il faut arriver à voir en fait d'où son intuition elle vient. Là où ça peut être intéressant, c'est justement d'analyser vos choix et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition concrètement, et sur quoi elle est basée.
En général, une intuition, on n'arrive pas forcément à définir la source. C'est le principe d'une intuition, c'est comment tu le sais. Je ne sais pas, j'ai une intuition, mais vous n'êtes pas capable de dire si c'est quelque chose que vous avez entendu, vu ou vécu. Voilà, c'est le principe de l'intuition et en général, ça en dit beaucoup sur nos besoins. Donc, pour ma part, je pense qu'en effet, il faut savoir faire confiance à son intuition. Sachant que nous, dans la méthodologie de chance, l'intuition fait partie d'un facteur à prendre en compte dans la prise de décision. C'est-à-dire que quand on prend une décision, il y a en effet l'intuition qui rentre en compte, en plus des émotions, des connaissances qu'on peut avoir. Exactement. Et on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à justement avoir envie de faire confiance à son intuition. Vu que ce n'est pas quelque chose qui est forcément matériel et palpable, on a tendance à douter, alors que souvent le résultat est très très bénéfique. Pour répondre également à Judith, qui est de comment différencier le monde des bisounours et, voilà, et du monde réel, bah, en fait, c'est justement de venir confronter à la réalité les idées et les images que vous avez. Par exemple, avec Chance, dans la reconversion professionnelle, vous avez toute une partie qui vous demande d'aller faire une enquête terrain. Mais avant ça, vous voyez quand même, vous, de votre côté, quelle image vous vous faites du travail. Qu'est-ce que vous vous imaginez sur les conditions, sur les missions, qui vont être les interlocuteurs. Et c'est ensuite d'aller demander à des personnes qui effectuent réellement ce travail si, en effet, l'image que vous vous en faites dans votre tête, ce fameux monde des bisounours, correspond au réel. Il n'y a pas d'autre manière de savoir si ce que vous vous dites dans votre tête correspond au réel que d'aller vous confronter au réel et d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le réel. C'est vrai que quand on dit passer à l'action, quand on ne sait pas où on va, par l'accompagnement, la méthodologie de chance, on va passer par trois grandes phases qui est l'introspection, l'exploration et enfin la validation de son projet. Et c'est vrai ce qui est intéressant, nous, comment on définit le travail, c'est qu'on va faire travailler les personnes sur 4 piliers qui vont être la finalité, finalement. Donc, quelle finalité je souhaite avoir. Donc, à quelle grande cause je souhaite répondre, par exemple. Ça va être le rôle. Quel rôle je veux avoir. Donc, concrètement, au quotidien, quelles sont les missions, les tâches que je veux réaliser. Quel est l'environnement de travail. Est-ce que ça va être plutôt une grande entreprise, une petite entreprise, le style de management, la culture de travail. Et puis, enfin, ça va être justement mes impératifs. Donc, ça va être, par exemple, d'évaluer mon niveau de salaire minimum, le temps de trajet, quels impératifs je suis prêt à négocier ou non. Et finalement, en passant aussi également par ces 4 étapes, qui sont de décortiquer finalement la logique, donc avancer petit pas par petit pas, on arrive à la fin à avoir une vision et définir ce projet professionnel. Et donc finalement, c'est ça qui va nous amener à passer à l'action parce que cette réflexion, c'est déjà du passage à l'action. Le fait de réfléchir sur ces quatre grands piliers, ces 4 grands éléments. Voilà, donc je suis très d'accord. Très d'accord forcément là-dessus. Et c'est ce qui répond à la fameuse question du comment passer à l'action quand on ne sait pas où on va. Et ben en fait, c'est de se demander c'est quoi la première étape. Et la première étape, c'est en effet de définir où on va. Et la phase de définition est en effet une action en elle-même. Que ce soit à travers des activités d'auto-coaching en vous posant des questions sur vos besoins, sur ce qui vous motive profondément, ce qu'on appelle les moteurs chez Chance, ce qui vous met en mouvement, que ce soit en allant chercher en fait par rapport à la réalité du terrain, est-ce que ça pourrait vraiment vous convenir par rapport à l'idée que vous vous en faites. J'aime bien donner l'image de la balade à vélo. Mais si vous essayez de faire une balade à vélo et que vous voulez aller sur le plus joli chemin et que vous vous retrouvez en face de 2 routes, la seule manière de savoir c'est quoi le plus joli chemin, c'est d'avancer un peu. C'est accepter en fait d'une certaine manière que les choses elles vont pas se clarifier du jour au lendemain. Ça serait trop beau, vraiment, on aimerait tout ça. J'aimerais beaucoup que ça fonctionne en claquant des doigts. Ça n'a encore jamais fonctionné pour moi. Mais c'est de clarifier les choses au fur et à mesure et de faire confiance au processus aussi. C'est qu'à un moment, les choses elles vont être plus claires. Coluche disait une phrase qui est très vraie et qui me fait souvent beaucoup rire, c'est « Rien ne dure éternellement, même pas le malheur ». Eh bien, le flou sur ces projets, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que ça ne dure pas éternellement. Plus vous allez chercher à clarifier, et plus les nuages ils vont partir, et vous allez avoir quelque chose de clair à la fin.
C'est une très belle remarque et je trouve que l'image de la balade à vélo sur en effet vouloir le plus beau chemin, mais qu'on a deux chemins et on ne sait pas lequel va être le plus beau et le fait de commencer à avancer, je trouve, prouve bien, enfin démontre bien la nécessité d'avancer, de faire un petit pas et également d'accepter de revenir en arrière et de se dire bon en fait c'était peut-être pas celui-là, je vais essayer un autre. Totalement. Alors, il y a une question que je comprends pas de Ivana. Oui, mais si on ne fait rien, c'est-à-dire? Ah, d'accord, j'ai une précision. Est-ce que c'était bien ça, Ivana? Comment fait-on quand on ne sait pas où aller? Ah, si on réfléchit trop. Ok, d'accord. Alors, ce que je comprends, en tout cas voilà, dans cette question, c'est qu'en fait, par exemple, pour toi, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une étape de réflexion qui est très, très longue. Et du coup, tu vas finir par t'embourber dans cette étape de réflexion et tu ne vas plus réussir à passer à l'action. Voilà, j'espère que c'est ça. Je vais répondre à cette question. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas voilà, à rectifier. En fait, c'est toute l'idée de se faire accompagner, c'est que dans ce que tu décris, c'est un processus qu'on appelle l'intellectualisation. Donc, en fait, c'est quand il n'y a plus d'équilibre entre la réflexion et le faire. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, tu emmagasines les informations, les informations, les informations, les informations, et au final, tu ne passes jamais à l'action parce que tu te retrouves totalement surchargé. Dans ces cas-là, alors déjà, la première chose, c'est en effet d'en parler et de s'en rendre compte. C'est la première étape, de se rendre compte qu'on réfléchit trop. Et c'est de te demander, en fait, qu'est-ce qui peut couper ta réflexion? Ou dans toutes les réflexions que tu t'es faites, est-ce qu'il y a des actions que tu peux engager qui ne viennent pas forcément engager tout un tas de conséquences derrière? Par exemple, si tu te poses des questions sur ce que tu as envie de faire et que tu t'en poses beaucoup, l'action d'aller faire des recherches sur différents métiers, ça ne t'engage pas forcément, au départ en tout cas, à postuler à des offres d'emploi. Donc, c'est de venir voir, OK, quelles sont les conséquences vraiment si je commence ces actions. Ensuite, la méthode que je donnais tout à l'heure, en effet, du compte à rebours, c'est quelque chose qui peut vraiment marcher si tu réfléchis trop. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. J'intellectualise beaucoup et du coup, je peux, comme tout le monde, me retrouver à trop réfléchir plutôt qu'à agir. Et en fait, c'est à partir du moment où tu t'en rends compte, c'est de le couper. Et si tu n'y arrives pas toute seule, parce que c'est le cas, ça peut être le cas, moi ça m'arrive aussi, c'est de pouvoir faire appel à quelqu'un pour lui demander de t'aider. Alors, en effet, chez Chance, il y a un coach qui est là également pour ça et pour aider à lever les freins, mais il y a également toute une partie où en fait on vous demande de définir votre équipe. Et votre équipe, en fait, ça va être votre système de soutien. C'est sur qui vous allez compter quand ça ne va pas. Qui peut vous faire un retour le plus honnête possible sur ce que vous êtes en train de faire? Qui va être là pour vous booster un maximum? Et c'est toute l'importance en fait d'avoir un environnement, en tout cas d'un point de vue humain, qui va vous permettre aussi d'aller dépasser ces blocages. Oui, s'entourer de personnes qui sont dans l'action peut être aidant totalement. Tout à fait. On avait une question dans l'onglet questions de Charline qui disait justement dans le cadre de ma reconversion, j'ai contacté 15 personnes, j'ai 0 retour, c'est difficile de rester motivé, comment faire? Alors, déjà, félicitations, parce que 15 personnes, voilà, c'est vraiment pas facile. Donc, déjà, se réjouir de ça et se féliciter. Alors, la démotivation est parfaitement normale également. C'est le premier pas. C'est d'accepter en fait que vous êtes démotivé et d'en parler à la personne qui vous accompagne dans la reconversion professionnelle et de lui faire part de ce découragement parce qu'il est parfaitement humain en fait. Après, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui vous décourage justement. Est-ce que c'est le fait que vous avez pas réussi à avoir les contacts que vous vouliez? Est-ce qu'au final, les questions que vous avez posées sont peut-être pas celles auxquelles vous avez besoin d'obtenir des réponses? Ça peut aussi totalement arriver. Vous rendre compte qu'il y a peut-être d'autres questions qui sont plus importantes, en tout cas que vous le pensiez au départ.
Et puis, c'est également, comme je le disais il y a quelques minutes, d'aller s'entourer des personnes que vous avez dans votre équipe au quotidien et de faire part de votre découragement à vos amis et à ceux qui sont là pour vous soutenir, pour vous rebooster le moral, quoi. C'est totalement nécessaire. Donc, c'est de prendre peut-être un petit temps aussi pour vous détendre, pour vous booster et pour déjà célébrer les 15 personnes que vous avez appelées, parce que j'imagine que rien que ça, c'était pas forcément facile au départ. Je pense que là, c'est en effet, c'est continuer sa mise en action. C'est-à-dire que Charline, tu as déjà commencé, tu es déjà passé à l'action, mais sur le long terme, comment on garde cette motivation, comment on garde justement ce passage à l'action finalement. Moi, je pense qu'en effet, Léa a donné des pistes et se faire solliciter son équipe pour en parler aussi auprès de son coach en disant voilà, là, j'ai une baisse de motivation, rien que en prendre conscience, en parler, et c'est trouver des solutions ensemble, aussi bien avec votre équipe qu'avec votre coach. Ça va être peut-être que finalement le message que vous avez envoyé, peut-être qu'il n'est pas bien rédigé, peut-être que c'est peut-être pas des bonnes personnes que vous avez visées. C'est plutôt en fait finalement, est-ce que là c'est pas réajuster cette période de préparation? Quand on parle de période de préparation, finalement, on est sur le comment. Donc peut-être que là, le comment est à ajuster pour avoir peut-être un peu plus de retour. Il y a Pierre qui nous dit « Moi, j'ai une idée où aller, même si j'ai peur. J'ai un ami qui ne sait pas du tout comment il peut faire pour trouver. » Ok, donc dans cette idée, en tout cas dans cette question, ce que je comprends, c'est un ami qui a envie de changer de voie, mais qui ne sait pas quoi faire. Oui, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la personne n'a vraiment pas d'idée. Ok, super. Alors, en effet, dans le programme Chance, qui est très, très intéressant et qui est, à mon sens, en tout cas, très bien fait, c'est que le principe de Chance, c'est que ça allie vraiment la technologie avec l'humain. Et donc, il y a un algorithme qui existe pour justement vous aider déjà à faire un premier tri et que vous ayez des propositions de métier sur les choses qui correspondent vraiment profondément à vos moteurs et à ce que vous avez envie de vivre en fait au quotidien. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est en fait de tout simplement aller voir la plateforme Chance. Le début du programme notamment est totalement gratuit, donc il est sans engagement. Et après, c'est à la personne de voir si ça lui convient et si elle a envie de s'engager ou non. Mais pour le coup, c'est une partie qui est très bien faite. De ma part, j'ai fait un bilan de compétences il y a quelques années quand je me suis reconvertie, parce que je n'ai pas toujours été coach non plus. Et j'aurais beaucoup aimé connaître Chance à l'époque, parce que j'avais des listes de 200 métiers, je devais faire le tri toute seule. Et ce n'était pas forcément facile. Et c'est vrai qu'avec l'algorithme Chance, ce qui est vraiment génial, c'est que dans les premiers métiers qui sortent, après, il y a toute une phase de tri, bien évidemment. Mais en tout cas, tous les métiers correspondent à différentes échelles à vos moteurs et à ce que vous avez vraiment besoin. Je pense que oui, tout à fait. Pour compléter cette réponse, c'est que quand on n'a aucune idée de là où on veut aller, on est obligé de passer par une phase d'introspection et il faut accepter de prendre le temps de passer par cette phase d'introspection en réfléchissant sur ce qui nous anime au quotidien. Et c'est au-delà du monde professionnel. C'est qu'est-ce qui m'anime dans ma vie aujourd'hui, de quoi j'avais envie étant petit, qu'est-ce qui me fait rêver, si tous les métiers étaient payés de la même façon, lequel je choisirais. Donc c'est vraiment prendre le temps de se concentrer un peu sur soi-même. Et puis c'est vrai qu'après, il y a en effet toute cette liste de métiers qu'on sort en fonction des moteurs de la personne. Et ça donne une première liste de métiers entre 40 et 50 métiers sur laquelle la personne va commencer à réfléchir, à se projeter, à se renseigner dessus, à en éliminer, à en ajouter. Et donc, c'est petit à petit avancer sur cette liste de métiers en ayant une logique d'entonnoir, en commençant par 40-50, puis de diminuer au fur et à mesure du parcours. Il y a Chloé qui nous dit qu'elle est en train de travailler son plan d'action et elle se dit plus j'avance, plus c'est concret, plus j'ai peur de me lancer, la peur de se tromper. Comment passer au-dessus de la peur de se tromper? Ok, alors déjà c'est une phase qui est totalement normale.
d'avoir quelque chose de totalement concret et après de se dire, mon Dieu, mais du coup, ça devient très concret et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Donc, la peur de se tromper, moi, je l'assimile beaucoup au besoin d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire que réellement, il y a très peu de choses sur cette terre qui sont irréversibles, mis à part la mort. Et si vous vous trompez, et alors? En fait, vraiment, quelles sont les conséquences? C'est vraiment cette question-là, c'est de se dire, dans tous les cas, si vous n'y allez pas, alors c'est vrai que vous ne vous tromperez pas, ça c'est l'avantage, mais vous n'aurez non plus jamais la réponse à votre question de est-ce que ça vous convient ou pas. Et en admettant justement cette question du pire scénario, vraiment le pire de pire, ok, en fait, vous vous trompez. Eh ben, est-ce qu'à ce moment-là, vous trompez, c'est grave? Est-ce qu'il y a déjà trop de choses qui ont été enclenchées? Est-ce que vous n'avez pas une possibilité de prendre un plan B, par exemple? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir également avec votre coach ou avec vous-même, ou aussi avec vos amis. En tout cas, des personnes qui ne pensent pas forcément comme vous et qui peuvent vous donner une autre manière de voir les choses. Moi, ce que je vois aussi dans la peur de se tromper, en fait, c'est la peur tout simplement d'échouer, ou en tout cas la peur de vivre quelque chose qu'on va considérer comme un échec. Et c'est de savoir qu'en fait, c'est aussi ça qui va vous permettre d'affiner les choses. Souvent, on ne réussit pas les choses du premier coup. Typiquement, quand on est enfant et qu'on commence à marcher, c'est très rare les enfants qui se lèvent et qui, hop, dès la première fois, peuvent faire leur pas. Au départ, ils vont forcément se tromper. Maintenant, c'est de faire confiance au tout le travail que vous avez fait aussi. Vous avez travaillé votre plan d'action. Vous avez fait toute une phase qui est de l'introspection. Vous avez ficelé les actions que vous allez faire. Eh bien, c'est peut-être l'occasion pour essayer de vous faire confiance, par exemple. Et justement, de vous dire, en fait, là, j'ai vraiment tout préparé. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de préparation, si c'est ça qui vous manque, si vous avez peur de vous tromper. Mais c'est de voir qu'il y a déjà une grosse partie du travail qui a été faite et de faire confiance à tout le travail que vous avez fait avant. C'est aussi ça. Et puis, bien évidemment, demander le soutien à votre coach ou aux personnes qui vous accompagnent. Il y a, je me rappelle quand on a préparé ce live, tu citais Marie Brassier, notre directrice des programmes, qui avait une belle phrase qui disait c'est l'action qui donne la confiance en soi et l'énergie et non l'inverse. Donc finalement, c'est en agissant qu'on a confiance. Et si on est paralysé par ce manque de confiance, vraiment commencer par des petites actions. Et plus on fait des petites actions, plus on peut les agrandir et plus on a d'impact et plus la confiance gagne. On gagne en confiance en tout cas. Alors, je regarde si on a d'autres questions sur ce chat. Il me semble que Ivana nous demandait que pensez-vous de la visualisation finalement, lorsqu'on se concentre sur le processus, plus sur le processus que sur le but. Alors, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, particulièrement quand on a peur. Pour donner un petit exemple très, très concret, j'étais extrêmement sereine à l'idée d'animer ce live. Voilà, j'étais vraiment très, très sereine. 99% d'excitation et 1% de peur, ou peut-être l'inverse. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire en fait le jour d'avant, c'est-à-dire hier, c'était de prendre un temps justement pour imaginer ce live et imaginer que tout se passait bien. Donc pour moi, tout se passait bien, c'est que j'allais parler de manière fluide, j'allais pas trop me répéter, je n'allais pas dire des toutes les 3 minutes. Donc pour ma part, la visualisation, et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et je le conseille. Et pour ce qui est de se concentrer sur le processus que sur le but, en fait, je suis parfaitement d'accord. Une fois que le but est défini, c'est en fait se laisser porter justement par le processus et faire confiance. C'est l'image que je donnais un peu au début du webinaire, de ne pas regarder le sommet de la montagne, mais en fait de regarder les petits pas que vous faites les uns après les autres, en fait qui sont en l'occurrence le processus, et de vous faire confiance quant au fait que la fois d'après où vous allez lever la tête, vous serez déjà bien plus proche du sommet et des fois, vous serez déjà au sommet, voire sur la colline d'après. Merci Léa. On avait aussi une question de Pierre. Je ne sais pas si toi, tu as un livre à conseiller.
Alors, un livre à conseiller par rapport au passage à l'action? Ou également aussi, il disait que c'était pour réussir à trouver ce en quoi ça nous anime, etc. De ce qu'on souhaite faire professionnellement. Voilà. Alors, un livre à conseiller, pas forcément. Après, quelques pistes. En effet, il y a toute la piste de l'ikigai. Je crois d'ailleurs me souvenir que vous en parlez dans un de vos articles de Tout chance. à fait. Oui, oui, c'était quelque chose qu'on avait fait. On avait fait justement. C'est vrai on peut renvoyer Pierre sur cet article qui était issu d'un live sur qu'est-ce qui nous anime, comment définir ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être aussi une première piste de lecture pour commencer à définir ce qui nous anime, sur vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut tendre. Il y a aussi cette définition d'étoile du Nord qui est la vision. Et donc tout ça, on en parle pendant ce live sur cet article. Donc ça peut être une première piste de réflexion. Et en effet, il était mentionné l'ikigai. Voilà. Voilà, donc oui, l'ikigai totalement. Après, et éventuellement, ce que je pourrais conseiller à votre ami, en fait, s'il n'arrive pas à trouver, c'est tout simplement de poser des questions aux gens qu'il rencontre au quotidien. Euh, alors, j'adore la lecture et je suis totalement pour la lecture. Mais dans le cadre de la reconversion professionnelle, le travail étant quelque chose qui touche beaucoup également à l'image de soi. Et puis, bah, on travaille plus de la moitié du temps en fait où on est éveillé, donc c'est quelque chose qui est très important. Bah, c'est en fait quand il rencontre quelqu'un de nouveau, c'est de lui poser des questions sur son travail, qu'est-ce qui peut-être lui a plu, qu'est-ce que ça nourrit chez lui quand il travaille, qu'est-ce qu'il n'aime pas, sans forcément avoir un but précis au départ. Ne serait-ce que se rendre compte qu'en fait, bah, tout le monde en fait dans son travail rencontre des choses qu'il préfère et des choses qu'il aime moins. On n'est pas tous animés par les mêmes choses non plus, et ça peut peut-être lui permettre aussi de le rassurer sur le fait que c'est normal qu'il ne sache pas forcément où aller, qu'il y a plein de gens qui vivent ça, et ça peut l'aider à trouver des pistes. Et puis ensuite, bah, en effet, aller trouver un livre si vraiment ça lui convient. Euh, Lire quelques articles sur l'ikigai, qui est, à mon sens, quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Et puis, pourquoi pas voir pour se faire accompagner aussi ensuite dans sa reconversion. Top. Alors, donc si je récapitule un peu les grandes idées, les grandes choses qu'on a mentionnées pendant ce live. Donc, on a dit que le passage à l'action, ça se concrétisait par 3 actes. L'intention, qui est finalement une phase de réflexion et on va dire d'introspection qu'on appelle chez Chance. La préparation, qui est la phase de planification. Donc, finalement, c'est comment. La réalisation, la phase de concrétisation. Donc finalement, c'est comme tu l'as dit, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. On peut rencontrer des blocages. Ça peut être nos peurs, la procrastination, le perfectionnisme. C'est vrai qu'on peut aussi attendre, dire j'attends le bon moment pour passer à l'action. Là, c'est pas le bon moment, j'attends. Et que finalement, pour dépasser tous ces blocages, on a élaborer quelques petites antidotes. Tu nous parlais du compte à rebours, du scénario catastrophe, bien évidemment se faire accompagner, se projeter vers la finalité. Donc, on a mentionné également la visualisation. Il y avait aussi, tu me parlais de se connecter à son pourquoi. Oui, alors ça c'est quelque chose qui marche très bien quand on peine en fait à avancer. C'est de se rappeler pourquoi on veut faire ça. Alors, je vais prendre l'exemple de la reconversion professionnelle en l'occurrence, mais si, par exemple, demain, vous décidez que vous avez vraiment envie de vous reconvertir, c'est en fait pourquoi vous entamez ces démarches. Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est important? Est-ce que vous avez envie de croire et de voir qu'il est parfaitement possible de s'épanouir dans son travail, que bah, vous avez envie de vous lever le matin avec la pêche en allant au travail et en étant content d'y aller, de rentrer le soir en vous sentant bien, d'être fier quand vous parlez de votre travail aussi autour de vous, d'être content de ce que vous faites, d'avoir un travail qui vient vous nourrir. C'est en fait vraiment de se connecter à qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi vous décidez de faire ça. C'est un peu comme de revoir un pacte avec soi-même en se disant bah, aujourd'hui j'ai envie de faire ça et j'ai besoin de faire ça. Pourquoi j'ai envie de le faire? Et c'est de venir se le rappeler régulièrement. C'est parfaitement normal. Au départ, on prend une décision et puis quelques années après, des fois, on oublie qu'est-ce qui a fait en fait au départ.
qu'on a pris cette décision. Et qu'est-ce qui la nourrit? Eh ben, c'est tout simplement de se reconnecter à ça. C'est qu'est-ce que vous avez envie pour vous, en fait? Et vraiment, juste pour vous, c'est-à-dire que si personne vous regardait, qu'est-ce que vous choisiriez? Je suis pas très sûre de ce français. Bon, merci. Quel choix vous feriez pour vous, en fait? Et pourquoi ça serait important? Comment vous avez envie de vous sentir? Comment vous avez envie de le vivre? Comment vous avez envie de le percevoir? Comment vous avez envie d'en parler? C'est vraiment tout ça. Pour moi, c'est ça, se reconnecter à son pourquoi. Merci Léa. Il y avait aussi d'autres antidotes qu'on avait évoqués qui étaient finalement, tu nous disais mesurer les vrais risques. C'était se faire un point sur qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner, s'auto-encourager, faire appel également à son équipe pour s'encourager, la stratégie des petits pas, divisée par des petites tâches, l'objectif qui peut paraître très loin. Et il y avait également, en fait, justement, dans tous ces besoins exprimés, méthodologie, clarté, se donner confiance. Et également, dans le soutien, on a beaucoup parlé de l'équipe, mais il y a aussi, je trouve, souligner l'importance des compétences qu'on a déjà développées, et pas forcément des compétences dures, mais des compétences douces. Je suis en effet assez d'accord avec ça. C'est en fait de vous rappeler que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a déjà plein d'actions en fait que vous avez faites, des fois même sans vous en rendre compte, tout simplement parce que vous n'avez pas de ressenti de blocage à ce moment-là, ou parce que quand on est dans le feu de l'action et qu'on a l'adrénaline, on ne se rend pas compte en fait à quel point on avance. Et c'est en effet de venir faire confiance à tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Et de vous rappeler que tout ça, ça va toujours être un bagage en fait, ça ne disparaîtra pas. Super. Écoute, merci beaucoup Léa pour toute cette présentation du passage à l'action. On a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, je suis en train de naviguer entre les deux onglets. Je regarde. Donc, il y avait le livre à conseiller. Donc, ça nous l'a traité. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite à répondre à un petit sondage qui va apparaître sur justement ce live. On vous donne rendez-vous également la semaine prochaine à 9 heures. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question qui est arrivée entre-temps, je dis. Mesurer les vrais risques, peut-on élaborer? Alors oui, totalement. En fait, ce que j'entends par les vrais risques, c'est voir que à peu près 99% de nos peurs sont irréelles. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur des événements qui ne sont pas arrivés encore, mais qu'on s'imagine qu'ils vont arriver. Évaluer les vrais risques, c'est souvent en fait se rendre compte, est-ce que si ça arrive, est-ce vraiment grave? Je vais donner un exemple peut-être un peu plus concret, mais je suis par exemple pas ce qu'on appelle une reine de l'orthographe, et ça m'arrive des fois d'envoyer des mails avec des fautes d'orthographe dedans. Le risque en fait que j'encours en soi, c'est en effet d'être décrédibilisé en fait devant mon interlocuteur. Par contre, là où c'est plus vraiment un vrai risque, c'est que j'ai la possibilité de le rectifier. J'ai totalement la possibilité d'envoyer un mail et de dire excusez-moi, je me suis rendu compte qu'en effet j'avais fait des erreurs dans mon mail, donc je me suis permise de le réécrire. En soi, la seule chose que ça montre de moi, c'est que je suis capable de me rendre compte que j'ai fait une erreur et de la rectifier. Donc c'est de venir se poser la question en fait dans les risques que vous pensez avoir dans votre projet, peu importe la nature du projet. Est-ce qu'ils sont réellement là en fait? C'est quoi vraiment l'impact de ces risques si ça ne marche pas? C'est plutôt ça la question. Est-ce que j'ai été assez claire? Merci Léa. On a deux petites dernières questions. On va voir si on a le temps d'y répondre. Il y a Floriane qui nous demande comment ne pas perdre confiance en soi quand les gens de notre entourage ou boulot jugent facilement. Je pense que la première réponse, c'est
constituer son équipe et que dans son équipe, c'est s'entourer de personnes bienveillantes et alors oui, qui peuvent juger, mais qui resteront de manière objective. Voilà, on a une dernière question de Paul qui est comment faire face à la situation actuelle par rapport à nos plans qui pourraient être has-been ou obsolètes. Est-ce que réellement vos plans sont has-been et obsolètes finalement? Essayez d'y réfléchir de manière objective dans votre vision. Et puis, enfin, Mylène, y a-t-il des lives toutes les semaines? Oui, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine également pour parler justement sur l'environnement de travail, la même heure, à 9 heures, avec Marie Barbier. Un grand merci, Léa, pour ce live. Un grand merci à tous pour votre participation et toutes vos questions. Et un article sera publié également pour reprendre justement tous les éléments qu'on a vus ce matin. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, bonne journée à tout le monde.